Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles ? Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique, énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique, de coopération avec les Américains. Donc voilà. Yesterday, Europe tried to get Trump back on its side by sending over its most charismatic Trump whisperer, Emmanuel Macron of France. And right from the start of that meeting, you could really see how he let his guard down. Par la discussion sur les minerais critiques qui sont en train de finaliser. Je pense que that is the most beautiful language. I have no idea what he's saying, but that is the most elegant, beautiful language. Trump just loves the French accent, probably because it's the native tongue of his hero, Pepe Le Pew. Something about that pervert skunk that Trump finds so relatable. But Macron's accent gives him a lot of leeway to gently correct Trump every time he spews bullshit. I mean, this war costed all of us a lot of money. And this is the responsibility of Russia, because the aggressor is Russia. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort. And it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. The guy is smitten. Usually if someone confronts him about being wrong. La déclaration et les réponses du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aux questions des médias après visite au Qatar, Doha, 26 février 2025. Chers collègues, la visite au Qatar au cours de laquelle j'ai tenu des réunions, avec l'émir de l'État du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s'est conclu. Question, plus tôt, Reuters a rapporté que Moscou envisage un scénario dans lequel ses actifs gelés seraient alloués à la reconstruction de l'Ukraine, à condition qu'une partie soit désignée pour les besoins des nouvelles régions de la Russie, la RPR, le LPR et les régions Zaporozhye et Kherson. La Russie explore-t-elle vraiment cette possibilité, ou insiste-t-elle sur le retour complet de ses actifs? Washington et Kiev se préparent à signer un accord sur les métaux des terres rares, tandis qu'une part importante de ces ressources est située dans les 4 nouvelles régions de la Russie. Lors de la réunion à Riyad et des consultations ultérieures, avez-vous discuté de l'extraction dans ces territoires avec les États-Unis? Lorsque le président Vladimir Poutine a invité des entreprises américaines à opérer en Russie, cela incluait-il les 4 régions? Lorsque le président ou tout représentant de la direction russe invite les investisseurs étrangers à participer à des projets sur le territoire russe, il se réfère naturellement à l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, en conformité avec sa constitution. Cette question n'a pas été soulevée ou discutée lors de la réunion à Riyad.
La conversation centrait sur la nécessité, comme souligné dans l'appel téléphonique entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump, d'éliminer les obstacles artificiels au développement de liens économiques et autres mutuellement bénéfiques, que les représentants des communautés d'affaires pertinentes dans l'intérêt des États-Unis et de la Fédération de Russie. Cependant, c'est un principe général. La situation malsaine et absurde qui empêche actuellement le dialogue entre deux grandes puissances doit d'abord être corrigée. En ce qui concerne nos actifs volés par les Européens, aucune discussion concrète n'a eu lieu à ce sujet, mais il ne fait aucun doute que, dans le cadre de tout règlement, cette question restera naturellement pertinente. Les Américains le comprennent également. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a récemment déclaré que la question des actifs russes gelés doit être considérée en conjonction avec les mesures de représailles adoptées par la Fédération de Russie affectant les intérêts des entreprises américaines. Il s'agit d'une sérieuse réflexion sur la nécessité d'abandonner ces méthodes de bandits et de ne pas s'attendre à ce qu'elles restent sans réponse. Une autre remarque notable est venue du président français Emmanuel Macron, qui est très révélatrice. Interrogé sur ce même sujet, il a déclaré que les actifs russes saisis en Europe ne doivent pas être touchés, car cela violerait le droit international. Mais selon lui, les bénéfices générés à partir de ces actifs pourraient bien être utilisés pour soutenir l'Ukraine. Nous tenons donc à demander à nos collègues français de clarifier quel instrument juridique international les autorise à prétendre soutirer des profits à partir de biens volés. Question, vous avez précédemment déclaré que la résolution de la question des ambassades, la Russie aux États-Unis et les États-Unis en Russie, est une priorité. Existe-t-il une approche ou une séquence structurée de sujets prévus pour une discussion plus approfondie ? Vous avez mentionné que Marco Rubio est prêt à s'engager sur cette question. Le problème sera-t-il résolu ? La Russie insistera-t-elle sur le retour de ses actifs ? Cela n'a aucun rapport avec les opérations diplomatiques. La question des actifs est une question qui se pose au niveau de l'État. Nous avons annoncé que nos diplomates et experts de haut niveau se réuniront pour résoudre les problèmes systémiques découlant des efforts illégaux de l'administration américaine précédente pour créer des obstacles artificiels aux activités de l'ambassade russe. Naturellement, nous avons produit une réponse réciproque en imposant des conditions similairement inconfortables pour l'ambassade des États-Unis à Moscou. Une réunion à ce sujet aura lieu demain à Istanbul. Suite à ces résultats, nous y verrons plus clair sur le rythme et l'efficacité de nos progrès. Question, comment commentez-vous les résultats des élections allemandes ? Quelles sont les attentes de la Russie concernant les politiques de Friedrich Merz ? Nous avons déjà fourni ces commentaires. Notre ambassadeur à Berlin, Sergueï Nechayev, a partagé ses évaluations. Nous observons des changements dans le paysage politique intérieur de l'Allemagne, avec des divisions renouvelées entre l'Est et l'Ouest du pays. L'Est du pays se concentre davantage sur la relève de ses défis internes, qui ont été considérablement exacerbés par l'engagement imprudent de l'Allemagne dans les sanctions anti-russes.
Ceci est aggravé par la lâche renonciation de l'Allemagne à la suite des attaques terroristes contre les pipelines du gazoduc Nord Stream et l'abandon honteux de l'enquête. De telles actions ont sapé les fondations de l'économie allemande, qui lui permettaient pourtant de diriger les progrès européens depuis plusieurs décennies. C'est leur choix. Nous pensons que les électeurs commencent à mieux saisir la situation et les positions de divers acteurs. Quant à M. Friedrich Merz, il a des opinions spécifiques sur la Russie. Par exemple, contrairement au chancelier Olaf Scholz, il a insisté pour fournir aux Ukrainiens des missiles à longue portée Taurus pour frapper profondément dans le territoire russe. Lorsque les Allemands se mettent à échafauder de telles idées, cela évoque inévitablement des parallèles historiques. Cependant, ce sont les Allemands eux-mêmes qui devraient être les plus préoccupés par ce que cela suggère. M. Merz a récemment affirmé que les États-Unis ne pouvaient plus être invoqués. Il a suggéré que les États-Unis se rétracteraient ou s'abstiendront d'activer leur parapluie nucléaire, nécessitant un nouvel accord entre les Européens, au sein de l'UE et de l'OTAN, à la France et à la Grande-Bretagne, en tant que puissance nucléaire, pour fournir désormais un parapluie nucléaire européen. Ce que cela implique en termes de stabilisation de la situation en Europe ne nécessite guère de commentaires. Ainsi, M. Merz adopte actuellement des opinions plutôt agressives. Mais, souvent, lorsqu'un candidat passe à un rôle de leadership politique actif, dans ce cas, en tant que chancelier, ses perspectives deviennent plus réalistes. Nous observerons si cela se produit et espérons que M. Friedrich Merz assumera raisonnablement ses obligations de chancelier allemand.